Si ça vous regarde, ça nous regarde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Depuis l'affaire des agressions et abus sexuels dans le périscolaire à Paris et encore plus depuis la mort dans le Gers de la petite Liana, l'encadrement des enfants et des jeunes est un des sujets à la une de l'actu. Chez nous, dans les Vosges, quelles sont les structures, quels sont les acteurs de la formation et de la surveillance des jeunes? Combien y a-t-il chaque année de signalements, d'éventuelles poursuites judiciaires? Quid des responsabilités de chacun dans le monde professionnel, dans le monde associatif et même à la maison? Les réponses à ces quelques questions avec nos trois invités. Hervé Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports. On va dire tout de suite, vous êtes dans les locaux, dans les murs de la direction des services de l'éducation nationale. Et donc voilà, vous dépendez et du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports. Voilà, donc en étroit lien avec la préfecture, bien sûr. Merci beaucoup d'être là. Laurence Reyer-Klein, vice-présidente à la communauté d'agglomération d'Épinal, déléguée à la petite enfance et à la cohésion sociale. Et vous êtes également première adjointe à la mairie de Golbey. Merci d'être avec nous. Vincent Mayer, bonjour. Bonjour. Le co-secrétaire du syndicat FSU-SNU-IPP des Vosges. Et vous êtes vous-même enseignant remplaçant dans le premier degré. Tout à fait. Merci à tous les trois d'être là pour parler de ce sujet, de cette émission donc, que j'ai intitulée Crèche périscolaire club, l'encadrement des jeunes sous surveillance. L'idée, c'est déjà de savoir de quoi parle-t-on exactement. Hervé Richard, c'est vrai que quand on parle des jeunes et en contact avec les adultes, on pense tout de suite à l'école, aux enseignants, aux professeurs, au collège, lycée, en primaire. Mais c'est vrai qu'il suffit d'avoir un minimum d'intégration dans la vie sociale. Les jeunes côtoient énormément d'adultes en dehors de l'école et de la famille. C'est vrai que la journée de l'enfant, elle est longue. Il y a un temps scolaire, mais il y a aussi d'autres temps et d'autres structures qu'il fréquente. Ce peut être, alors on parle bien des mineurs de toute façon, donc ce peut être des structures périscolaires juste avant l'école, ou sur le temps méridien, la pause du midi, ou en soirée, mais ça peut être aussi effectivement les clubs sportifs, les clubs culturels, enfin, etc. Et pour des activités effectivement culturelles, le soir peut-être plus de la culture, le week-end ou le mercredi après-midi plus des activités sportives. Énormément de moments où effectivement les enfants, les jeunes peuvent être confrontés, peuvent être en contact avec d'autres adultes. Oui, il y a également aussi les temps où il peut être, lorsque l'école ne fonctionne pas, durant les vacances scolaires, eh bien, il peut aussi être amené à fréquenter les accueils collectifs de mineurs, centres de loisirs ou les centres de vacances avec hébergement. L'idée de cette émission, c'est aussi d'expliquer sur notre département un petit peu qui fait quoi. Laurence Reyer-Klein, donc vice-présidente à l'agglo d'Épinal. Pour ce qui est de la petite enfance, donc grosso modo jusqu'à 6 ans, vous dépendez d'une structure rattachée au conseil départemental, la fameuse PMI. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est la protection maternelle infantile, la PMI, qui donne l'agrément aux établissements d'accueil du jeune enfant. Sur l'agglo d'Épinal, rappelez-nous en chiffres, par exemple, combien de crèches, combien de jeunes enfants accueillis et sous votre responsabilité pendant la journée? Alors, la communauté d'agglomération gère en direct 5 établissements d'accueil du jeune enfant. Elle subventionne 6 crèches associatives et il existe également des micro-crèches privées. Donc, c'est à peu près 400 places sur la communauté d'agglomération et on accueille à peu près 1000 enfants. Okay. Et puis, il y a aussi le réseau des assistantes maternelles. Et il y a aussi le réseau des assistantes maternelles. Là, c'est alors les assistantes maternelles donc, à la maison ou les relais assistantes maternelles qui existent. Racontez-nous ça, qu'on comprenne bien. Donc, nous avons une crèche familiale. En fait, nous employons des assistantes maternelles qui accueillent les enfants à leur domicile. Mais il y a également des assistantes maternelles qui sont salariées de parents employeurs. En libéral, en libéral, oui. Et qui sont accompagnées par nos relais petite enfance. Le relais petite enfance est à la fois au service des familles, mais également au service des assistantes maternelles. Donc, les animatrices des relais prodiguent des conseils aux assistantes maternelles, aux parents, et organisent des activités d'éveil aussi pour les enfants, des temps collectifs. Alors, effectivement, on va peut-être voir un petit peu de façon chronologique au regard de l'évolution de l'âge de l'enfant. Donc, vous-même, en tant que vice-présidente, vous participez à, évidemment, le choix de vos directeurs, le choix de vos animatrices dans toutes ces structures. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis à la petite enfance depuis 2020.
Effectivement, nous avons des jurys de recrutement pratiquement tous les mois, hein, puisque nous avons des départs en maternité, voilà, un turnover aussi classique. Et nous sommes 4 personnes pour ces jurys. Donc, je fais partie de ce jury. La coordinatrice aussi, petite enfance de l'agglomération, fait partie du jury. La personne qui s'occupe des RH, en charge du recrutement, et également la directrice qui est concernée par le recrutement. Donc, 4 personnes. On va parler concrètement dans quelques instants de la formation et évidemment des points de vigilance que vous avez tous à ce sujet. Vincent Mayer, au préalable, juste un petit point sur cette affaire, ces affaires évidemment. J'ai parlé en introduction du périscolaire à Paris. Il y a l'affaire Liana avec cet auteur des faits, meurtrier présumé, qui travaillait effectivement dans un lycée. Quel regard vous avez, vous, syndicat, sur la prégnance de ces problématiques, de ces vigilances dans les établissements? Est-ce qu'au cours des dernières années, vous avez senti vraiment que ça bougeait? Alors, en tout cas, on en parle, c'est sûr, hein, mais même des problématiques, on va dire, que ce soit aussi même le harcèlement qui peut exister entre enfants, etc. Donc la vigilance sur tous les types de violences dont les enfants pourraient être victimes, ça, c'est certain que c'est un sujet. Après, souvent, ce qui manque par contre, c'est notamment, on en parlait en préambule, mais la formation. C'est vrai que nous, le temps de formation, on pense que ça doit être prioritaire, c'est certain, mais ça doit se faire, ça doit s'anticiper. Vous parliez de Paris, moi je sais qu'au sein de la FSU, on a un syndicat justement qui est sur Paris, qui avec d'autres, depuis maintenant 3 ans, demande plus de moyens, etc., alerte, et en fait on attend malheureusement, on a un peu l'impression que des fois, voilà, on attend l'émotion, on attend les drames, alors que pour nous, il faut effectivement de l'ambition, et ça passe forcément par de la formation et ces emplois, si on va parler du périscolaire quand même, qui sont quand même... Moi, j'ai fait ça avant d'être enseignant. J'ai été 3 ans en périscolaire, travailler tout le... Pardon, je me perds. Quand on parle de périscolaire, oui. Évidemment, rappelez-nous de quoi on parle exactement. Le périscolaire, bien sûr, ce sont des agents de la ville, des éducateurs de la ville, ou pas, ou ça peut être effectivement on va en parler, ou ça peut être effectivement des structures associatives qui fournissent un service à la ville, comme c'est le cas par exemple du côté de Remiremont. Et le périscolaire peut être aussi, il y a aussi des écoles où le périscolaire est encadré par une association de parents d'élèves. Donc par rapport à ça, pour ce qui est du périscolaire, il n'y a pas de règle, j'ai envie de dire. Non, effectivement, il y a un héritage quand même de tous des grands mouvements d'éducation populaire qui maintenant, voilà, il y a pas mal d'associations qui ont beaucoup apporté, avec cette idée aussi d'apporter un peu la même accès à la culture, au sport à tous les enfants, donc cette idée quand même, grande idée quand même démocratique, hein, je pense qu'on peut tous louer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une forte inégalité territoriale, ça je crois qu'on peut vraiment le dire. Effectivement, et le nerf de la guerre bien sûr, c'est souvent quand même les moyens qu'on peut apporter. Et nous on a forcément aussi le regard sur les professionnaliser comme ça un métier où on va travailler de manière découpée, le matin, le midi, le soir, et avoir des difficultés à avoir un temps complet, dès lors, c'est quand même... Nous, ça fait partie de nos demandes. On pense qu'il faut absolument aller vers une vraie professionnalisation, que ce soit des gens reconnus éducateurs d'enfants, formés, et qu'on puisse travailler ensemble. Vraiment, et que ça ne soit pas aussi des temps qui se superposent, mais par contre qui se complètent. Des temps de coordination avec nous, les équipes enseignantes. Voilà, je m'arrête, pardon. Parce qu'effectivement, on l'a bien compris, il y a plusieurs types de structures, donc il y a plusieurs types d'encadrants, d'accompagnants, d'animateurs, d'éducateurs, etc. Ceci dit, Hervé Richard, grosso modo, autre que la petite enfance dont a parlé Laurence Rayer tout à l'heure, tout passe par vous, par votre service, donc je rappelle, le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports. Vous, entre guillemets, contrôlez tout, supervisez tout en termes d'agrément, donc en termes de compétences, etc. Oui. Une présentation, Sibylline ? Très rapidement, effectivement, tout le temps périscolaire, donc qui commence sur l'ensemble de l'année scolaire, de septembre jusqu'à juin, et bien l'ensemble des structures qui peuvent être, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, des collectivités, des EPCI également. Mais intercommunalité. Intercommunalité, merci. Ou Association. des associations, effectivement, aussi, qui peuvent organiser ces temps-là. Il faut savoir que
tous ces temps-là font l'objet d'une déclaration au service départemental. Et cette déclaration, donc une fiche initiale et une fiche complémentaire dans lesquelles systématiquement il y a l'ensemble de l'organisation qui est prévue et programmée. On évoquait tout à l'heure donc les personnes qui doivent normalement intervenir sur ces temps-là. Systématiquement, on a un contrôle de leur honorabilité avec le fichier judiciaire, le FIJES, pour savoir s'ils ont commis des délits ou des violences, mais également aussi le B2, donc un fichier informatique donc, qui permet de savoir s'il y a eu déjà des antécédents. Alors, ça c'est le contrôle, donc a priori. Ouais. Mais antécédent en termes de condamnation ou en termes justement de signalement? On va en parler de ces fameux signalements. De condamnation. De condamnation. Okay. Voilà. Ensuite, donc ça c'est le contrôle a priori. Il y a des contrôles ensuite qui se réalisent sur place. Sur les environ 1000 séjours déclarés sur le département des Vosges, eh bien, on en fait un certain nombre. Alors pardon, quand vous dites séjour, effectivement, je me permets de repréciser, quand vous dites séjour, c'est aussi bien de l'accueil périscolaire que du centre de vacances, du centre de vacances pendant les vacances, ou même des choses organisées le week-end, par exemple. Absolument, c'est plus rare le week-end, mais ce qu'il faut savoir aussi sur notre beau département des Vosges, c'est que c'est aussi une terre d'accueil. Et donc on a beaucoup de départements limitrophes, mais aussi nationaux, qui viennent venir ici accueillir les enfants parce que, eh bien, on a un paysage et des structures qui sont de qualité. Donc, on est amené à contrôler l'ensemble de ces structures et on les contrôle alors sur place, sur la qualification, et on l'évoquait tout à l'heure, la qualification de l'équipe encadrante, mais également aussi sur le projet pédagogique qui est proposé. Parce qu'il faut se redire que ce sont des structures qui ont une vocation évidemment éducative. On y fait quelque chose, on y apprend quelque chose, on aide les enfants à s'épanouir. C'est bien ça. Hervé Richard, pardon, combien êtes-vous dans votre service pour faire tout ça? Je mets le doigt là où ça fait peut-être un petit peu mal. Nous sommes 11 avec 4 professeurs de sport et 4 conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Et puis, effectivement, on a une activité relativement dense, alors toute l'année, mais aussi une bonne partie de l'été, où il y a encore plus de séjours aussi à aller contrôler, visiter. Est-ce suffisant ou, pardonnez-moi pour la question, est-ce que parfois, il peut y avoir des trous dans la raquette et donc des structures, des agréments qui sont donnés de façon peut-être un petit peu légère, si je peux me permettre. Ou effectivement, aujourd'hui, non, tout passe par vous, c'est clair et net. Tout passe par nous et c'est clair et net, et aucun agrément qui serait donné comme ça d'une façon hasardeuse. Ce qu'il faut aussi se redire, c'est que l'ensemble des locaux font l'objet aussi d'une commission de sécurité et que l'ensemble des locaux sont conformes aussi aux règles sécuritaires et notamment, ou peut-être en particulier, quand il s'agit d'hébergement aussi à demeure pour ces mineurs. On a évoqué évidemment cette démarche de signalement, d'alerte. Combien de signalements en moyenne dans notre département chaque année? Alors si vous voulez, il y a une obligation de la part de l'ensemble des personnes qui déclarent les séjours, c'est l'obligation de déclaration d'événements graves. Ils doivent le faire dans les 48 heures. Enfin, évidemment, en priorité, les secours et les parents. Et après, les services et ensuite, les services administratifs, donc, qui sont aussi, du coup, sous la coupe de la préfecture. Et donc, ces déclarations, on en a reçu une trentaine qui ont fait l'objet également de signalements, et on est autour d'une vingtaine de signalements. Donc, au regard de la proportion... Des déclarations il y en a... Ça, c'est pour l'année 2025. Tout à fait. Donc, une trentaine de déclarations, in fine, 10 dossiers qui n'ont pas été donnés véritablement lieu à des signalements. Qui sont systématiquement suivis, analysés, et qui peuvent faire l'objet, puisqu'on peut exercer donc une police administrative qui peuvent faire l'objet d'enquêtes administratives que nous menons avec les agents. Et alors, si je vais un petit peu plus loin, quid de la suite qui dit signalement, dit derrière poursuite judiciaire, voire alors, ça sera pas mise judiciaire. à l'écart, etc.
les services départementaux que je pilote, eh bien, et ça c'est la police administrative, nous pouvons être amenés au nom du préfet, à mettre en place des mesures administratives d'écartement de la personne mise en cause. Alors ça peut être la personne ou la structure. Donc, si la structure ne répond pas à des exigences et réglementaires, Code de l'action sociale et des familles, mais également aussi sécuritaire, eh bien, on peut être amené, au titre du préfet du département, à fermer la structure. L'évolution du nombre de signalements ces dernières années, est-ce que vous l'avez en tête ? Alors, il a augmenté, proportion de 10%, je suis prudent pour le moment, mais il peut venir du fait que l'on a aussi ouvert des espaces de dialogue où les jeunes, les animateurs, les encadrants, eh bien, ils ont désormais un espace de parole plus important. Également, on a aussi les animateurs, les directeurs de séjour qui sont aussi formés pour repérer des comportements qui pourraient être problématiques. Laurence Rayer, en tant que personnalité politique en responsabilité, quel regard vous avez sur l'évolution de cette problématique, de ce regard et j'ai envie de dire de l'importance évidemment d'être de plus en plus vigilant, d'être toujours plus vigilant. Comment vous le traduisez au sein de vos équipes, comment vous l'impulsez dans vos structures ? Alors effectivement, nous, quand on a nos entretiens de recrutement, on vérifie aussi les extraits de casier judiciaire et la personne doit fournir un certificat d'honorabilité. Et puis on recueille lors de l'entretien le consentement du candidat pour que nous puissions également faire des contrôles de référence auprès de précédents employeurs. Okay. Ce qui nous permet de voir si effectivement il y a des problématiques. Alors nous sommes très attentifs et dans tous nos établissements d'accueil du jeune enfant mettent en place des analyses de pratiques professionnelles 2 fois par an où justement vous avez des intervenants extérieurs qui viennent interroger les pratiques de nos agents. C'est quelque chose d'assez récent, c'est quelque chose qui monte en puissance, qui est encore perfectible ? Ça a déjà plusieurs années et c'est vrai que c'est perfectible. Quelles leçons, par exemple, vous en avez tirées sur telle ou telle organisation, à tel ou tel moment de la journée, telle ou telle pratique, telle ou telle activité, que sais-je ? C'est-à-dire que quand un agent est en souffrance, parce qu'il peut y avoir des soucis même personnels ou un enfant qui est un peu plus turbulent, il y a toujours une collègue qui prend le relais pour éviter justement d'arriver à des situations de tension. Ok, et donc ça, c'est dans la sensibilisation, dans la formation de vos encadrants. Il y a toujours un œil vigilant aussi de la direction, parce que nous avons toujours une directrice et une directrice adjointe. Mais l'équipe s'auto-surveille également. Okay, important. Vincent Meyer, sur cette évolution récente, et je réitère, qu'est-ce que récemment vous avez pu noter comme nouveauté dans l'encadrement, dans les points de vigilance des uns des autres à ce sujet, alors dans le premier degré en ce qui vous concerne. Déjà, je rebondis sur ce que disait Mme Rayer. C'est vrai qu'elle parlait à l'instant d'analyse de pratique professionnelle. Nous, c'est quelque chose qu'on demande pour nos collègues enseignants. Parce qu'en fait, il faut comprendre que c'est dans le but de faire évoluer positivement les pratiques et notamment de faire face. On parlait parfois, on fait face, nous, on a des élèves qui vont pas bien. Et la manifestation de leur mal-être, ça peut des fois être notamment des comportements très difficiles à gérer. Et quand on est déjà en difficulté, un peu en souffrance, un peu surchargé, c'est pas forcément simple sans formation, sans analyse pratique du professionnel, comme parlait Madame Rayer, c'est très difficile en fait à savoir déceler tout ça, vous voyez, parce que d'abord vous allez gérer l'urgence. Et après, de revenir dessus, de se dire en fait, la réalité, le fait que les comportements se réitèrent peut être, parce qu'attention, il faut pas être dans la systématisation des choses. Des fois, il y a certaines choses qui sont de l'ordre du trouble, de la pathologie, et des comportements qui se ressemblent et qui vont être des signaux d'alerte pour des enfants victimes. Alors, encore une fois, nous, on a vraiment, on revendique justement le besoin de formation pour tout ça, parce que oui, il y a l'intention, mais il nous manque la prise dans... vous entendez beaucoup parler, on doit avancer beaucoup, nous on met la pression, les maths, le français, c'est bien beau, mais le vivre ensemble, apprendre mieux tous ensemble à faire société, c'est un enjeu sur lequel on manque
vraiment beaucoup de formation. En ce qui concerne l'éducation nationale pure et dure, il y a effectivement l'apprentissage qui est déjà un gros dossier, mais il y a tous les à côté qui prennent de plus en plus C'est vraiment une revendication d'importance. qu'on a et on pense que c'est d'ailleurs, ça va pas sans l'autre en fait. Et c'est vrai qu'on attend nous vraiment qu'on priorise plus dans le but d'une société et d'une école inclusive, et bien d'avoir de la formation pour tout ça. Hervé Richard. Oui, sur ce sujet, et pour revenir sur ce que M. Meyer disait tout à l'heure, et notamment la formation des enseignants, peut-être aussi se dire ou se redire le fait que sont mis en place aussi les projets éducatifs de territoire qui visent à ce que les enfants puissent avoir une complétude de leur journée éducative, donc à une forme de continuum entre ce qui se fait à l'école et ce qui se fait sur le périscolaire. Et ce que je veux dire par là, c'est que désormais aussi, on facilite le lien qu'il y a entre les équipes éducatives, les enseignants, mais aussi les animateurs, directeurs de l'ACM, pour parfois évoquer aussi, en catimini, des choses, des signalements qui auraient pu être faits sur le temps scolaire ou des signalements qui auraient pu être faits sur le temps périscolaire. Et donc, il y a des équipes aussi éducatives qui ne sont pas fermées sur elles-mêmes ou sur leur simple niveau d'intervention. Et il y a énormément de structures effectivement qui interviennent. On a dit, parce que ça a été un sujet il y a quelques années, on entend peut-être un peu moins parler, c'était à l'approche des Jeux Olympiques notamment. Quid de l'encadrement dans les clubs de sport, etc. Est-ce que vous avez le travail réalisé avant les Jeux Olympiques de sensibilisation, d'alerte sur ces violences sexistes et sexuelles dans le monde du sport? Vous voyez une évolution? Oui, alors il y a eu bon nombre, tristement, d'affaires au sein des fédérations sportives qui impliquaient des entraîneurs, des dirigeants. Mais c'est vrai, dans les affaires de fédération, on sent tout de suite que dans les affaires de fédération sportive, tout remonte toujours à Paris. Chez nous, sur le département, sur le terrain, comment ça se passe? Ça redescend systématiquement. C'est-à-dire Ok. que les signalements se font sur la cellule Signal Sport du ministère des Sports et qui revient en fonction donc, de l'origine du signalement, qui revient systématiquement dans le service. Donc, qui plus est dans le sport. Et donc, de la même façon que ce que j'ai évoqué sur le champ de la jeunesse, eh bien, nous sommes amenés à mener des enquêtes aussi administratives sur le club, sur les individus qui pourraient être plutôt malveillants. On a, vous le savez, je crois que ça fait aussi un peu la chronique, l'affaire sur Saint-Dié, avec l'entraîneur qui est mis en cause. Eh bien, le service départemental, le préfet a mis en place une mesure d'urgence à l'égard de l'entraîneur donc, des Louves de Saint-Dié de volley. Et nous avons mené l'ensemble de l'enquête administrative. Donc ce qui est fait dans le champ de la jeunesse est fait largement aussi dans le champ du sport. Et on peut remarquer Et du sport professionnel, puisque les Loups, évidemment, c'est un club professionnel. Là, on n'est pas sur des jeunes, on est sur des jeunes adultes, évidemment. Mais aussi sur les amateurs, puisque aussi nous passons au crible l'ensemble de l'honorabilité de l'ensemble des dirigeants qui encadrent les clubs, qu'ils soient bénévoles ou professionnels. Un petit mot d'actu par rapport à ce dossier. Où en est-il à l'heure actuelle alors, pardon ? Toutes les auditions ont eu lieu. Il va être traité parce que l'autorité compétente, c'est le lieu du mis en cause. Donc je ne vais pas aller plus loin que ça. Et donc on a mené en même temps l'enquête avec les collègues du SDJES du 54. Et donc vraisemblablement, il y aura une proposition qui sera faite au préfet sur une mesure qui sera administrative, qui sera produite. Voilà, sachant que la mesure administrative, on est bien sur le fait qu'il faut écarter la personne qui nuit à la sécurité, à la santé des licenciés, des joueurs ou des jeunes. Les Louves dont on voit quelques images, effectivement. Merci beaucoup. Dossier à suivre du côté du club de volleyball des Louves de Saint-Dié-des-Vosges. Merci beaucoup, Richard. Effectivement, c'était une précision d'actu d'importance, même si on n'est pas sur des jeunes et des enfants. Mais bon, voilà, c'est un petit peu la même thématique, bien sûr. Un dernier mot, si vous voulez bien, en termes de responsabilité à la maison, responsabilité des parents dans tout cela. Laurence Rayer, quel regard vous avez aujourd'hui sur
L'engagement des parents, est-ce qu'il y a de plus en plus de parents démissionnaires qui n'ont plus la main sur leurs enfants et je reprends l'exemple de Liana, là, avec effectivement cet auteur des faits qui, a priori, donc, accueillait souvent d'autres enfants chez lui, alors que peut-être des informations avaient déjà circulé auprès des familles, auprès des proches. Mais voilà, quid de l'engagement des parents dans les structures quand ils n'ont pas les enfants avec eux? Est-ce qu'il est un petit peu en déliquescence? Comment le redynamiser? On voit bien par rapport aux associations de parents d'élèves, etc., dans les écoles, une espèce de désintérêt. Je ne sais pas s'il faut parler de désintérêt ou des parents démissionnaires, mais aujourd'hui, il y a une telle pression de la société qui veulent être des parents parfaits, c'est très compliqué. Je pense qu'ils sont plus perdus et qu'il y a un besoin de soutien à la parentalité très important. Et c'est sur cet aspect-là qu'il faut vraiment intervenir. Vincent Meyer? J'allais partir tout à fait sur le même sujet que Madame Rayer. Effectivement, le soutien à la parentalité, je pense que c'est... Encore une fois, il faut vraiment des moyens pour ça. Je pense que dès lors que nous, dès la maternelle, et je pense que les personnels dans les crèches, pareil, sont là pour constater des choses, sont là pour alerter, mais je pense qu'avant tout, avant de juger qui que ce soit, il faut pouvoir l'accompagner dans l'intérêt des enfants, des parents. Concrètement, ça passe par quoi, concrètement? Alors, nous avons nos professionnels, justement, des établissements d'accueil du jeune enfant qui sont là pour apporter ce soutien. Mais nous avons aussi des réseaux parentalité sur le territoire, et notamment la Maison de la parentalité à Épinal, qui est opérationnelle depuis quelques mois, en plein centre-ville, rue des Minimes. Ok, allez, ça pourrait faire tout à fait l'objet d'une autre émission, c'est certain. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Il y aurait pu avoir d'autres invités, effectivement, mais les emplois du temps ne l'ont pas permis. Je pense bien sûr à l'aspect justice, je pense à Épinal. On a vu quelques images des ATE, l'accompagnement du temps de l'enfant, les activités périscolaires sur Épinal qui sont très fortes, très prégnantes, évidemment, dans leur quotidien. Hervé Richard, je vous donne la parole une dernière fois. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, simplement se dire, effectivement, on assiste clairement à une crainte des parents, des peurs aussi des parents. La parentalité, effectivement, l'ensemble du réseau de la parentalité peut être amené à être contributive. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que, hormis ces affaires gravissimes, il y a des lieux d'accueil pour nos enfants qui sont exemplaires. Il y a des choses extraordinaires qui s'y passent. Et donc, je continue de dire, chers parents, allez-y en confiance, discutez avec les équipes éducatives. C'est certainement aussi le gage de la qualité éducative, en lien avec ce que l'on peut être amené aussi à faire sur le temps scolaire, bien évidemment. Et donc voilà, il y a ces espaces-là qui permettent encore évidemment à faire grandir les enfants. Donc, communiquez et engagez-vous. Il y a ça aussi. Merci à tous les trois. On aurait évidemment encore eu plein de choses à se dire, notamment sur l'aspect parentalité, effectivement. Bonne continuation, à très vite sur le terrain. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.